Ben, merci à vous. Merci à vous. La question du diagnostic a toujours été sensible en psychiatrie et l'est au moins autant qu'avant, puisque le DSM est censé être partout. Vous savez qu'en France, il y a un petit groupe de collègues, surtout psychanalystes, qui ont monté une association qui s'appelle Stop DSM, donc on voit déjà qu'il y a une tension. Mais ce qu'on sait moins, c'est que même aux États-Unis, en fait, le NIMH, c'est-à-dire l'institution qui finance la recherche en psychiatrie aux États-Unis, son directeur était contre l'usage de DSM, pensant qu'il n'était pas assez scientifique. Donc vous voyez les écarts terribles qu'il y a. D'un côté, nous, enfin en France, on est un pays particulièrement réfractaire au DSM, à tel point d'ailleurs qu'il existe une classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. C'est quasiment le seul pays au monde qui a une classification spécifique des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, la CFT-MEA. Et vous savez, vous connaissez d'ailleurs les grandes catégories diagnostiques de la classification française? Pas tout le monde. Ben oui, c'est fou, mais c'est que presque personne ne les connaît. Hein, ben c'est psychose, névrose, état limite, et puis voilà. Et quand on dit ça aux collègues à l'étranger, ça suscite un émoi considérable, parce que déjà, le mot névrose, on n'a plus tellement le droit de le prononcer. Mais alors, névrose chez l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, état limite chez l'enfant, de la même façon, officiellement, dans le DSM, on n'a pas le droit de parler d'état limite de l'enfant. Donc, vous voyez à quel... Donc, nous, on a une classification à part qui est moins utilisée qu'elle l'était à la fin du XXe siècle. Et donc, il y a quand même un courant de tension avec le DSM. Et aux États-Unis, il y a un courant de tension, mais à l'opposé, où les collègues scientifiques trouvent que le DSM, c'est trop clinique. En fait, la recherche en psychiatrie gagnerait à être plus moléculaire. Vous voyez ? Bon, alors, on voit qu'il y a un bazar, et puis on va le voir, les mots, quand même, les mots des diagnostics des pathologies psychiatriques résonnent dans la société. Hein, et c'est quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer. Il suffit de prononcer le mot schizophrénie. Vous voyez ce que je veux dire, hein, aujourd'hui, ce mot, dès qu'on le présente, tout d'un coup, il y a tout un tas de choses qui sont associées et qui font peur. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, je crois que c'est... il y a eu un hebdomadaire récemment qui a sorti « Les fous sont dans la rue », etc., à l'occasion d'un problème malheureux qui s'est posé ici. Donc du coup, et puis ce que j'ai remarqué aussi, quand même, c'est que plus qu'avant, le diagnostic devient un peu central dans la prise en charge. C'est-à-dire que le diagnostic a toujours été une question, et d'ailleurs, dans les livres d'Hippocrate, il y a des diagnostics, y compris de pathologies psychiatriques, hein, la manie, la mélancolie, la phrénitis, etc. Donc il y a 2500 ans, on parlait déjà de mots pour décrire les patients psychiatriques. Mais enfin, il y avait une certaine forme de souplesse, voilà. Mais là, aujourd'hui, le mot du diagnostic est devenu un enjeu fort. Et d'ailleurs, on va reprocher, et même les autorités de santé vont reprocher à des pédopsychiatres de ne pas prononcer le mot diagnostic. Que ce serait presque un droit des patients et des familles qu'il y ait un diagnostic. Peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que c'est vrai, que le devoir du médecin est de faire des diagnostics. D'ailleurs, on verra, quand vous regardez la définition de la médecine dans les dictionnaires médicaux, et ça dans la plupart des pays, eh bien, la médecine, c'est l'art de prévenir, diagnostiquer, traiter et d'avoir des pronostics sur les maladies. Voilà. Et donc la maladie est au centre de la pratique médicale et pour pouvoir les traiter et donner un pronostic, eh ben, il faut qu'il y ait un diagnostic. Alors on peut critiquer, mais en tout cas, on voit que l'enjeu est essentiel. Donc ce que je vous propose là, dans quelques dizaines de minutes, de prendre un peu de recul par rapport à ça.
Alors d'abord, un diagnostic, c'est un mot, on est bien d'accord. Et les mots, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Il suffit d'ouvrir un bouquin de linguistique pour se rendre compte que quand on prononce un mot, que ce mot déclenche en vous un sens, ce qui se passe à ce moment-là est quelque chose de compliqué. Alors vous me direz, on s'en fout. Ben non, parce que je vous le disais tout à l'heure, si je prononce le mot schizophrénie, ça va déclencher en vous quelque chose qui sera peut-être pas la même chose que si je le dis à une famille, à un journaliste, à un homme politique ou à quelqu'un dans la rue. Et donc, il faut comprendre déjà si le mot du diagnostic résulte de choses qui sont différentes en fonction de celui qui l'entend, ben c'est quand même un tout petit peu problématique. Hein. Surtout que, pour en parler avec de jeunes collègues dans des formations, quand je dis ça, ils disent oui, mais de toute façon, c'est nous qui avons raison, puisque si c'est un diagnostic, c'est médical. Et donc, si c'est médical, c'est le médecin qui a raison, puisque ça nous appartient. Ben, le problème, c'est que non, les mots, ils appartiennent à tout le monde. Et donc moi, je vais dire schizophrénie. Alors, je vais être complètement horrifié de tout ce que les gens entendent par ce mot, mais je ne peux pas refuser aux gens le droit d'associer à schizophrénie ce qu'ils ont envie d'associer, parce que c'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça que fonctionne la société. Hein. Sinon, on se transforme en Don Quichotte, hein. Et ça n'avance pas à grand-chose. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, figurez-vous qu'en réalité, la construction des mots, et c'est très intéressant, et ça c'est vrai dans toutes les langues, obéit à une logique mal connue mais fascinante, c'est ce qu'ils appellent la double articulation phonémo-monémique. C'est-à-dire qu'en fait, dans les langues humaines, il y a des phonèmes, vous savez, c'est des plus petites unités de son, et il y en a à peu près une trentaine par langue. C'est pas beaucoup, 30. Vous imaginez tous les sons qu'on peut faire avec la voix. Eh bien, en fait, dans chaque langue, on va utiliser juste une trentaine de sons pour communiquer du sens. En gros, pour nous, c'est les voyelles et les consonnes. C'est pas exactement, parce que ou est un phonème, c'est pas une voyelle, mais en gros, il y en a une trentaine. Alors bien sûr, d'une langue à l'autre, ça va pas être les mêmes. Mais donc, ce sont des petites briques, et ces briques, on va les associer pour former des monèmes qui sont des unités essentielles de sens. Alors en gros, c'est des mots, sauf qu'il y a des mots qui ont plus d'un sens. Par exemple, cheval, ça n'a qu'un sens. Oui, c'est un cheval, quoi. C'est le mot pour dire cette bête à quatre pattes, élégante, que certains mangent, etc. Mais si je dis jument, c'est un mot, mais il y a deux sens. Il y a le mot cheval plus le mot genre féminin. Voilà, alors, et donc les linguistes se sont très vite demandé, mais pourquoi on fabrique les mots comme ça? Eh bien, figurez-vous que ça permet aux enfants, et ça c'est intéressant pour les pédopsychiatres ou ceux qui travaillent avec les enfants, en fait, ça facilite énormément l'apprentissage du langage. C'est qu'imaginez qu'il y ait des mots, le nombre de choses que l'on peut désigner est horriblement compliqué. C'est dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'objets. Hein. Et s'il y avait des mots comme ça, complètement indépendants les uns des autres, pour 100 000 objets, vous vous rendez compte des efforts qu'il faudrait faire pour apprendre à parler. Et pour s'en souvenir. Et en fait, le fait que ce soit que des petites briques de son, et que ces briques, on les assemble et que ça fait des mots, en fait, les enfants apprennent à parler très vite. Alors, donc c'est bien, mais figurez-vous que ça a des effets collatéraux positifs et négatifs. Et alors, il y a un effet collatéral qui est à la fois positif et négatif, c'est que il va se poser des questions d'homophonie. C'est-à-dire que quand je vais prononcer un mot, comme il y a peu de briques qui sont disponibles, en fait, il y a des mots qui sonnent un peu pareils. Et donc, du coup, en fait, quand on parle, on dit beaucoup plus de choses que ce que l'on dit explicitement. Et ça, c'est fondamental dans le langage, et y compris dans la pratique clinique. Quand vous dites des choses, en fait, le sens que vous véhiculez est beaucoup plus riche que le sens explicite des quelques mots que vous avez utilisés. Alors, pour deux raisons. Hein. La première, c'est que vous utilisez un mot, mais souvent, par consonance, vous faites entendre un autre mot. C'est beaucoup utilisé par les poètes. Ils peuvent écrire un vers, et en fait, ce vers résonne et il nous dit plein de choses. Alors, il y a des exemples classiques. Hein. La mer et la mer, c'est quasiment le même son. Et c'est sûrement pas sans raison. Alors là, bien sûr, les psychanalystes lacaniens font tout leur beurre de ça, hein.
Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, la mer, c'est cette grande étendue un peu fascinante et dans laquelle on a envie de plonger, mais qui fait peur, etc. Vous voyez où je veux en venir, hein, quand même, ça... Alors, vous me direz, oui, mais en anglais, c'est pas pareil. Ben oui, en anglais, c'est pas pareil. Ben, il ne résonne, au sens de résonance, pas exactement sur les mêmes bases que nous. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine poésie en fonction des langues. Mais en tout cas, quand vous dites un mot, voilà, ça résonne. Ça résonne. Et il y a plein de mots, par exemple en anglais, sun et sun, c'est-à-dire entre le fils et le soleil. Eh ben, je pense que c'est pas sans raison que les deux mots ont un son proche. Hein. Alors donc du coup, le langage c'est riche, ça permet de dire des choses que l'on n'a pas forcément envie de dire, mais que les gens comprennent quand même. L'humour, la contrepèterie, etc. Donc c'est fantastique. Sauf que, bien sûr, le problème, c'est que c'est polysémique. Et que du coup, si vous voulez être rigoureux, ça coince. Ça coince. Alors, du coup, les scientifiques ont horreur du langage naturel. Alors, à l'extrême, c'est les physiciens. Donc vous savez que les physiciens, alors de l'extrême, c'est les mathématiciens, ils ont des mots à eux, le sinus, la tangente. Vous voyez, des mots. Alors, et il n'y a pas là d'articulation phonémo-monémique. Hein. D'ailleurs, même sinus, il y a une abréviation, sin. Vous voyez, on n'écrit pas jamais sinus, on écrit sin 2. Et à tel point d'ailleurs, vous savez, les mathématiques, ça ne se prononce pas, ça s'écrit au tableau, quoi. C'est très difficile de suivre une démonstration de mathématiques en la disant. D'ailleurs, ça passe très mal à la radio. Déjà qu'on comprend difficilement les mathématiques, mais à la radio c'est incompréhensible. Il faut écrire les mathématiques pour les comprendre. Donc c'est une langue, mais c'est une langue très particulière où il y a des mots, mais tous les mots ont des étiquettes qui sont indépendantes les unes des autres. Vous voyez, c'est pas du tout comme dans le langage naturel, et chaque mot a un sens complètement univoque. Et en physique c'est pareil, vous avez la masse, le temps, la charge, etc. Voilà, c'est des mots qui correspondent à des caractéristiques complètement singulières. Donc du coup, alors l'avantage c'est que c'est monosémique, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc du coup, quand vous êtes mathématicien, c'est fantastique, vous pouvez aller en Chine, vous faites un séminaire, si vous ne savez pas parler chinois, tout le monde vous comprend. C'est fantastique. Vous écrivez un article de mathématiques, vous le soumettez comme ça, il n'y a pas de variation transculturelle. Alors j'ai des collègues historiens des mathématiciens, des mathématiques qui disent que c'est pas complètement vrai, que les mathématiques chinoises c'est un peu à part. Bon. La réalité sociologique, c'est ce que je vous dis, c'est que vous allez faire, d'ailleurs, ils communiquent, vous voyez, les grands mathématiciens indiens d'Inde, leur façon de faire les mathématiques est exactement comme la nôtre, hein, ça se communique parfaitement, et c'est pareil pour la physique. Alors, la science en médecine, c'est la biologie. Et là, la biologie, elle flotte un peu, parce que les biologistes essaient d'avoir des mots qui ne disent qu'une chose. Mais ils n'ont pas, comme les physiciens, ils n'ont pas la charge, etc. Ils ont les ribosomes, les protéines, les acides aminés, etc., etc., etc. Mais vous voyez, les acides aminés, on en mange, on en achète, vous voyez, il y a des... Tout ça commence à se mélanger à la vie, et c'est pour ça d'ailleurs que la biologie apparaît comme une science un peu molle aux yeux des chercheurs. Hein. C'est un peu une sous-science par rapport à la physique, parce que justement, ces signifiants sont des signifiants qui commencent à être mous, et alors si on rentre dans la recherche biomédicale, eh bien à ce moment-là, c'est encore pire. C'est encore pire. On utilise beaucoup de mots de la biologie, mais on a aussi les mots des maladies. Et vous avez sûrement remarqué, d'ailleurs ça choque à la fois les patients. Pour dire mal à la tête, on dit céphalée. Mais c'est la même chose. Céphalée, c'est un mal de tête. Pourquoi y a-t-il les deux mots? Parce que mal de tête résonne, parce que c'est un mot de la vie. Donc dès que vous le dites, ah oui, ma belle-mère, mal à la tête, etc. Voilà, etc. Si vous dites céphalée, ça calme tout de suite. Ce mot-là est un mot qui appartient à la médecine et tout un chacun ne va pas associer sur céphalée. Alors, on rentre dans les diagnostics. Si je dis le mot cancer, vous voyez, c'est un diagnostic. Hein. Cancer du poumon. Mais quand vous dites cancer du poumon, tout un tas de choses est associé hein, sur le cancer dans la société, etc., etc. Le cancer, on associe à la mort. Hein.
Mais si je dis œsophagite à éosinophile, vous voyez, œsophagite à éosinophile, bah là vous associez à rien. C'est un diagnostic. Et donc on voit que en médecine, il y a tous les diagnostics n'ont pas la même valence sémantique. Il y a des diagnostics qui appartiennent à la société, et les médecins n'aiment pas ça. D'ailleurs, vous savez que cancer, maintenant, on va dire néoplasie. Au début, on disait cancer. Et puis la société s'est approprié le mot cancer. C'est devenu insupportable parce que les médecins n'avaient pas leur mot à eux. Et donc, on dit, comme cancérologue, on dit oncologue maintenant. Et je suis sûr que dans 20 ans, le mot oncologue, hop, passera dans la société, il y aura un nouveau mot pour pouvoir avoir quelque chose de monosémique, vous voyez, qui appartient à un microcosme et pour lequel on essaie de faire qu'il y a un sens univoque. Alors, arrivons en psychiatrie, ben là, nos diagnostics, il suffit de les prononcer, hein, dépression, anxiété. Vous voyez, vous touchez à la vie, quoi. Hein. Je suis déprimé, mais alors le problème, c'est qu'on ne sait jamais ce que les gens entendent par le mot déprimé. Ça a été étudié. Hein. Je suis déprimé, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fatigué, j'ai un burn-out. En général, ça n'a rien à voir avec les critères du DSM-4 hein, ou 5. Hein. Et donc, du coup, effectivement, c'est un souci, c'est que quand on porte un autiste, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pour nous, c'est pas si simple. Mais alors aujourd'hui, le mot autisme flotte avec toutes les séries télévisées où il y en a plein dedans. Vous voyez, le sens des diagnostics, nos diagnostics à nous, sont des mots qui appartiennent à la langue naturelle des hommes. Alors il y a eu des tentatives, figurez-vous, hein, au Japon. Alors déjà, le mot schizophrénie n'a pas pu être utilisé comme ça, en japonais, parce qu'ils ont des mots, schizophrénie, étymologiquement ça veut dire quelque chose, mais c'est du grec. Pour eux, l'étymologie grecque n'a aucun sens, bien sûr. Et donc ils ont traduit ça par esprit coupé. C'est de kanji ou je ne sais pas quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, là, Et ils ont décidé, pour lutter contre la stigmatisation, contre la schizophrénie, ils ont décidé de changer le mot et de parler de désintégration de la conscience. Eh bien, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, il y a eu des études qui ont été faites parce que c'était il y a une quinzaine d'années. Donc, les médecins, globalement, y ont trouvé leur compte, c'est-à-dire ils se sentaient plus à l'aise pour dire le mot. Pourquoi ? Parce que le mot n'appartenait plus à la société. Donc quand il le prononçait, c'était un mot médical. C'était un mot qui ne résonnait plus. Mais en fait, quand on regarde l'impact que ça a eu dans les médias sur la stigmatisation des patients eux-mêmes, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Alors déjà, premier point, c'était le diagnostic comme mot. Ben, vous voyez, c'est pas simple. Parce que les mots, en fait, sont pas simples. Et que les diagnostics sont des mots forts. Le mot cancer, c'est un mot fort. Le mot leucémie, quand vous le prononcez, je vous garantis que ça calme. À table, à la cantine, les gens ont du mal à avaler. Et donc, les mots médicaux ont un impact très fort. Pas tous, encore une fois. Si vous dites œsophagite à éosinophile, personne ne comprend. Et on va dire, il a quelque chose ou elle a quelque chose de très bizarre, quoi. Mais ça ne va rien déclencher. Mais nos mots, et quasiment toutes les pathologies psychiatriques, hein, hyperactif, oui, tout de suite, hein, hyperactif, anorexique, c'est des mots qui immédiatement sont appropriés par les gens. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est comment ça se fabrique, les diagnostics. Alors, figurez-vous qu'il y a une discussion très ancienne chez les médecins, très très ancienne, depuis le début hein, de la médecine hippocratique, c'est est-ce que les diagnostics correspondent à des choses réelles ou est-ce que les diagnostics ne sont que des mots que l'on met sur les choses. Et donc il y avait un physicien grec qui disait, voilà, non, en fait, c'est
C'est-à-dire, c'est comme les os d'un poulet. Vous voyez, vous avez un poulet, mais vous pouvez séparer la cuisse de la contre-cuisse. Voilà, il y a une jointure. Et donc, les diagnostics, voilà, ça serait, il y aurait des choses, des maladies, des choses qui existent chez les gens qui sont malades, que l'on peut individualiser vraiment, comme les os d'un poulet, qu'on peut séparer, quoi. Que l'on dépece, et on aurait comme ça, une fois qu'on a dépecé, démembré le poulet, on aurait toutes les maladies. Et il y en a d'autres qui disent non, non, les diagnostics, ce ne sont que des mots qui... alors bon, c'est un peu métaphysique comme point de vue. Quand même, quand on y regarde de près, en fait, les diagnostics, c'est des mots. Alors vous me direz, quand même, on prend le mot cancer du sein, par exemple. Cancer du sein, c'est pas un mot, enfin, ça correspond à une réalité. C'est des femmes ou des hommes, parfois, qui ont une tumeur dans la glande mammaire, et cette tumeur a des propriétés de croissance sans limite qui construit à des métastases et à la mort. Voilà, donc ça c'est du concret, c'est pas des mots. Eh bien non, figurez-vous qu'il est possible, et même pour certains cancérologues inéluctable, que le concept de cancer du sein disparaisse. Pourquoi? Parce que, pourquoi on parle de cancer du sein? Parce que le cancer, bon, ça a une homogénéité pour l'instant, clinique, anatomopathologique, etc. C'est-à-dire ce sont des cellules en croissance et en multiplication infinie, etc. On dit cancer du sein, pourquoi? Ben parce qu'il y a une implication thérapeutique au fait que ce soit un cancer du sein. On va faire une tumorectomie mammaire ou une mammectomie avec un curage ganglionnaire, avec une irradiation mammaire, etc. Donc c'est important de dire que c'est un cancer du sein. Sauf que avec, vous savez, les thérapies ciblées, en fait, maintenant, si vous avez une tumeur KRAS-, HER2+, ou triple négative, etc., en fait, le premier enjeu va être la chimiothérapie. Et en fait, que ce soit un cancer du rein, KRAS+, ou une tumeur mammaire, KRAS+, la chimiothérapie sera la même. Et donc, en fait, ça n'est plus la notion de cancer du sein qui est importante, mais la notion de cancer KRAS+. Et donc, en fait, peut-être que dans 20 ans, on ne prononcera plus le mot cancer du sein. On prononcera juste le génotypage associé au cancer. Alors, la tumeur existera toujours, la patiente aussi, mais le mot pour décrire le soin, pour décrire le trouble et en déduire le soin, lui, il va changer. Et d'ailleurs, pour certains collègues cancérologues, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, on voit que les mots liés au diagnostic sont construits en fonction des représentations que l'on a de la pathologie à un instant donné, avec les outils qu'on a à un instant donné. Alors, comment ça s'est construit avec le temps? Quand même, à l'origine, il y a la sémiologie. Comme on dit, un diagnostic, c'est un syndrome qui a un pouvoir prédictif en termes de thérapeutique et de pronostic. C'est-à-dire un syndrome, c'est une association de symptômes que l'on rencontre souvent. Par exemple, dans l'hyperthyroïdie, vous avez une exophthalmie, vous avez un goitre, vous avez une thermophobie, vous avez un état d'agitation. C'est très étrange que pourquoi une exophthalmie est-elle associée à un goitre et à une thermophobie? C'est complètement... Et donc, ça saute aux yeux des cliniciens. Ils en voient 10, ils se disent, tiens, c'est bizarre, il y a des patients, en général des patientes, qui sont comme ça. J'appelle ça un syndrome. Et je me rends compte que, en faisant de la recherche, eh bien, un traitement antithyroïdien va faire qu'elles vont aller mieux. Et donc, donc j'ai découvert une maladie. Et en fait, de mon point de vue, vous savez, on dit parfois que les maladies, c'est des tableaux cliniques. Un syndrome, c'est un tableau. On dit, on va dire même, c'est un tableau de polyarthrite rhumatoïde, c'est un tableau de spondylarthrite ankylosante. Eh bien, en fait, on fait un diagnostic de maladie comme on fait une expertise d'un tableau dans un musée. C'est-à-dire que vous êtes en face d'un tableau, vous allez dire, c'est une huile, voilà, c'est figuratif, c'est comme ça, c'est surréaliste, c'est Picasso ou c'est Dali. Vous voyez tout un... Or,
c'est pareil, il y a une association. Les surréalistes, ils ont des choses en commun. Les cubistes ont des choses en commun. Et donc, à force de voir beaucoup de tableaux, d'apprendre l'esthétique dans les livres, vous savez qu'est-ce qui est associé à quoi. Et quand vous voyez le tableau, vous dites « Ah, ben ça doit être un surréaliste plutôt, et peut-être que c'est un Picasso de la période bleue ou ce que vous voulez. » Ben, en fait, les médecins construisent et font les diagnostics un peu de la même façon. C'est assez artistique, hein. Et c'est d'ailleurs assez... C'est un art. Oui, c'est un art de faire les diagnostics. C'est même assez jouissif, il faut dire les choses comme elles sont. Notamment dans les spécialités où il y a un juge de paix à la fin, si vous voulez. Vous faites un diagnostic d'hyperthyroïdie, mais à ce moment-là, vous faites un dosage d'hormones thyroïdiennes, et si elles sont élevées, j'avais raison. Et ceux qui disaient que j'avais tort, ben, ils ont tort. Et il y a une vraie jouissance à voir sur le patient la maladie et à avoir l'examen paraclinique qui dit « Ah ben oui, c'était la maladie ». Et tout d'un coup, on a l'impression d'avoir de la puissance, vous voyez, du pouvoir sur cette maladie, puisque je l'ai découverte. Elle est là. Alors bien sûr, c'est vrai que là c'est une différence avec la psychiatrie, c'est que nous pouvons parler à l'infini de la pertinence de nos diagnostics. Et à la fin, on peut toujours dire que tout le monde a un peu raison. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Mais quand même souvent, parce que l'épreuve thérapeutique n'est pas toujours si convaincante que ça. Donc, les diagnostics se sont comme ça construits avec le temps, par l'expertise de cliniciens. Et comme je vous le disais, ben, la mélancolie existe depuis 2500 ans. Et quand vous lisez le tableau d'Hippocrate, c'est assez proche de la dépression d'aujourd'hui. C'est pas exactement la même chose, mais c'est normal. La culture était différente. Ils ne voyaient pas les comportements humains de la même façon. Et on retrouve nos marques. Alors, il y a une question en psychiatrie, c'est dimensionnel ou catégoriel. C'est une tarte à la crème, hein, vous avez dû entendre parler de ça. D'autant plus que les psychiatres font des diagnostics catégoriels et on dit traditionnellement que les psychologues sont plus dimensionnels, ce qui est vrai en partie. En réalité, la plupart des phénotypes sont dimensionnels en psychiatrie. Mais comme les thérapeutiques sont catégoriels, vous voyez, on prescrit un antipsychotique ou on n'en prescrit pas. Mais dès que vous en prescrivez, vous en prescrivez. Et si vous dites non, je n'en prescris pas, je prescris un antidépresseur, c'est une autre catégorie. Donc il n'y a pas tellement de dimensions dans les traitements. Et comme en fait les diagnostics doivent s'organiser quand même autour du but ultime qui est la thérapeutique, du coup nos diagnostics sont catégoriels pour favoriser une thérapeutique. Quand vous dites je vais faire une sismothérapie, bah, vous n'en faites pas à moitié, quoi. Enfin, on peut en faire à moitié, mais vous en faites une. C'est un choix fort, et donc qui est étayé après un diagnostic de mélancolie délirante ou de choses comme ça. Alors bien sûr, il y a un effet collatéral de cette catégorisation, c'est l'essentialisation. Ça, c'est un effet assez, alors on va dire c'est dramatique, mais je ne suis pas sûr que ça soit dramatique, c'est humain, quoi. C'est-à-dire que nous parlons avec des mots qui sont des catégories, et nous adorons ça parce que c'est très efficace, mais du coup, souvent, on substitue la catégorie à la chose. Voilà, c'est comme ça. Alors, quand c'est une bouteille, on va dire, bon, bah, c'est une bouteille, ça ne porte pas conséquence, ou une table, c'est une table. Quand on dit que c'est un homme ou une femme, déjà, alors voilà, c'est compliqué. Encore aujourd'hui, ça ne l'a pas toujours été à ce point, mais vous voyez, quand vous dites c'est un déprimé, c'est un schizophrène, c'est un anorexique, ben, vous balancez un signifiant très fort qui, en général, ben, va avoir un impact, on va le voir, hein, ça va avoir un impact sur la chose. En l'occurrence, le sujet est souffrant. Et donc j'en arrive à la troisième partie. Qu'est-ce que ça fait un diagnostic en pratique? Qu'est-ce que ça fait? Et là, c'est pas pareil selon qu'on est le médecin, le patient ou la société. Chez le médecin, on l'a vu, il y a le traitement et le pronostic. Mais il y a plus que ça. Il y a l'échange. Hein,
sans arrêt, nous avons à transférer des patients. Des urgences à ici au médecin traitant en ville. Et donc, faut bien décrire les patients. Et vous allez dire, c'est une anorexique. Alors vous direz, ah, l'anorexique est à limite, elle a 16 ans, etc. Ben ouais, mais chaque fois, c'est des mots. Vous voyez, c'est des mots. Et le diagnostic est très utile pour transporter de l'information. Mais on a vu aussi tous les effets, tous les excès que ça peut avoir. En tout cas, tous les jours, les médecins utilisent des mots, des diagnostics pour communiquer entre eux et au sein de l'équipe soignante. Et puis, il y a un troisième point qui est aussi sous-estimé, c'est que le diagnostic est indispensable pour faire de la recherche clinique. Quand vous faites de la recherche, vous êtes obligé d'avoir des critères d'inclusion. Et les critères d'inclusion, souvent en médecine, c'est des diagnostics. Et vous voyez, après, ça devient tautologique. C'est que si je ne fais de la recherche que sur des diagnostics, eh bien après, je ne peux utiliser les résultats de la recherche que sur les diagnostics, puisque ce sont eux qui ont construit la recherche. Et donc après, on va dire que ce que je fais est valide si c'est étayé par la science, mais si la science repose sur des diagnostics, alors les résultats ne sont valides que pour les diagnostics qui ont été utilisés par la science. Et c'est autoréalisateur. Vous voyez, à la fin, le diagnostic devient vrai et devient incontournable, puisqu'en fait, il a été nécessaire pour la recherche qui est nécessaire pour le savoir. Donc du coup, le diagnostic est nécessaire pour la pratique clinique. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'espace. Donc il y a vraiment, le diagnostic a un rôle bien plus fort que la simple façon de décrire un tableau clinique. Alors bon, j'ai parlé de l'essentialisation. J'aurais pu même dire le mot performatif, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, performatif, c'est quand dire c'est faire, quoi. Comme un mariage, on dit vous êtes mariés, on le dit, et les gens sont vraiment mariés. Eh ben, en psychiatrie, vous savez, quand je dis il est autiste, c'est quasiment performatif. Vous voyez, je dis il est autiste, et le fait de le dire est susceptible de le faire. Parce que tout le monde l'entend, tout le monde va voir le patient comme un autiste, etc., etc. Même lui, il va se voir comme ça, et il est susceptible d'être définitivement comme ça, à moins que ça change avec un effort considérable. Donc ça, c'est chez le médecin. J'en arrive chez le patient. Alors, donc il y a un intérêt du diagnostic chez le patient. C'est, en fait, être malade, c'est toujours un peu un moment psychotique. Et je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. Vous avez déjà tous été malades, malheureusement, c'est-à-dire souffrant beaucoup. Au moment où vous êtes souffrant beaucoup, ce que vous êtes, vous échappe. Parce que vous n'êtes plus ce que vous pensiez être. C'est-à-dire quelqu'un avec un état interne assez agréable, et donc avec des représentations de vos sensations corporelles qui sont les vôtres, etc. Et soudainement, ça n'est plus ça. Et donc, vous êtes saisi par le fait que vous n'êtes plus ce que vous pensiez être. Eh bien, ça, c'est quelque part un moment psychotique. C'est un état de déréalisation. C'est que vous n'êtes... Ce que vous pensiez être est en décalage avec la réalité de ce que vous êtes. Et donc, c'est terriblement angoissant. Et le diagnostic va vous permettre de vous raccrocher à quelque chose. C'est-à-dire, vous avez horriblement mal, vous êtes complètement angoissé par le fait qu'à l'intérieur de vous, vous ne comprenez absolument rien de ce qui se passe alors que c'est vous. Et on vous dit, c'est une colique néphrétique, c'est un caillou qui est coincé dans un urtère, vous allez voir, et là, l'annonce va faire, ah ça y est, je me reconstruis, j'ai un rein, j'ai une urtère, voilà, et le médecin m'explique que l'urine est en hyperpression et que les cavités dans le rein sont tendues, et c'est ça qui me fait mal. Vous voyez, de pouvoir me repenser moi-même va faire que je vais aller mieux. Et c'est vrai en psychiatrie aussi, vous devez l'expérimenter, dire, en fait, c'est tel mot, c'est une attaque de panique, c'est un trouble obsessionnel compulsif, voilà, ça se rend compte, c'est pas si rare que ça, tout de suite, il y a une espèce de tension qui tombe, le mot permet de se reconstruire. Alors, néanmoins, le mot va résonner, c'est que la colique néphrétique, ça ne résonne pas beaucoup, mais si je dis vous êtes autiste, alors ça résonne, et
Ça change considérablement en fonction des époques. Hein. Quand vous disiez le mot autiste il y a 20 ans, ça n'a absolument rien à voir avec le même mot que vous prononcez aujourd'hui. Mais absolument rien. Absolument rien. Et ça, ben, ça fait partie de notre job. C'est un paramètre à prendre en compte. C'est indispensable. Donc, premier changement. Deuxième changement, ça a à voir avec le chapeau de votre séminaire de cette année. C'est la question d'identité. C'est que aujourd'hui, les diagnostics deviennent des identités. Et c'est pas qu'en psychiatrie. Je vais prendre l'exemple de l'endométriose, par exemple. Alors, je suis sûr qu'il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était qu'une endométriose, à part ceux qui étaient en train de réviser l'internat. Et aujourd'hui, et même dans le labo, hein, il y a une collègue qui fait de la recherche sur l'endométriose. C'est militant. C'est militant. Et vous avez dû entendre hein, des patientes, à juste titre, hein, qui souffraient d'endométriose. Il paraît qu'il y en a 5% de la population, et peut-être même plus. Donc c'est un truc qu'on n'imaginait pas du tout, hein, et qui était complètement sous-diagnostiqué. Et en fait, elle passe dans les médias, et elle les passe, et on le voit, c'est identitaire. J'ai une endométriose. C'est comme si je disais, je suis homosexuel, je suis trans, j'ai une endométriose. C'est ça qui me constitue. Et ça s'explique hein, sociologiquement par le fait que eh bien, notre société a moins, avant, enfin c'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit, hein, les sociologues, les anthropologues, avant il y avait des choses qui unifiaient, qui faisaient qu'il y avait une espèce d'homogénéité des représentations au sein d'une même société. Il y avait les dieux, il y avait la télévision, il y avait tout un tas de trucs comme ça, et qui, les uns après les autres, ont disparu. Et aujourd'hui, les gens essaient de se construire au sein d'une communauté avec ce qui reste. Et il reste les réseaux sociaux, et puis des choses comme ça, dont les maladies. Et donc vous avez la polyarthrite rhumatoïde aussi, vous avez une association polyarthrite rhumatoïde, et quand on voit les patients, ben, c'est identitaire. D'ailleurs, il y a des associations de patients maintenant, à la Haute Autorité de Santé, etc. Même la fibromyalgie. La fibromyalgie, bien sûr, absolument. Et en pédopsychiatrie, les diagnostics deviennent des identités. Être autiste, aujourd'hui, c'est une identité. Être hyperactif, aujourd'hui, c'est une identité. Il y a des blogs d'autistes, d'hyperactifs, qui décrivent ce qu'ils sont en tant qu'humains différents, en dehors de toute connotation médicale et psychiatrique. C'est juste une façon d'être. Et là aussi, nous devons nous adapter à ça, d'autant plus que ça a plein d'effets collatéraux positifs. Hein, ça a plein d'effets collatéraux positifs, notamment de nous rendre compte que, parce que si vous voulez, on est tellement conditionné quand on est soignant par le fait que la maladie est forcément mauvaise. Puisque notre objectif, c'est de soigner les maladies. Donc si on les soigne, c'est que la maladie est mauvaise. Or, être autiste, ça a aussi des bons côtés. Être hyperactif, ça a aussi des bons côtés. Et entre nous, avant que les patients ne le décrivent, personne ne l'avait vu. Alors on disait, ah, il y a des habiletés électives, voilà, mais bon, c'est un détail, quoi. Mais non, c'est pas un détail, c'est un truc qui peut être un bénéfice énorme dans la trajectoire scolaire d'un enfant autiste. Pareil dans l'hyperactivité, hein, ils sont créatifs, spontanés, drôles, etc. Et ça, c'est un outil thérapeutique pour le patient, mais aussi pour l'école, pour la famille, pour faire comprendre que c'est pas forcément que le vilain petit canard. Donc on voit le diagnostic est devenu aussi aujourd'hui une identité en psychiatrie. Alors le diagnostic dans la société, alors là, le problème c'est la stigmatisation. Hein. C'est que le diagnostic psychiatrique résonne. Et là, il résonne mal, en général. Il résonne mal, c'est pas pareil. Il y a un enfant à l'école, il a une mucoviscidose, tout le monde va être super cool avec lui. Un enfant a un trouble oppositionnel avec provocation, on va être nettement moins cool avec lui. Et voilà.
Et ça, c'est oui, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. Et alors, qui s'arrange un peu, mais à moitié. C'est-à-dire ça s'arrange un peu en façade parce que il faut être politiquement correct et donc il faut être inclusif, etc., etc. Et donc il faut accepter les différences. Sauf que c'est de la façade parce qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus normatives. Elles sont de plus en plus normatives justement parce qu'il n'y a plus de système commun qui permet de faire société. Comme il n'y a plus ce système commun d'un dieu ou d'un truc comme ça, eh bien on est obligé de se construire des normes. Et ça, on le voit tous les jours avec nos patients, et quand même dans la cour de récréation, avec les enseignants, etc. Le milieu scolaire est devenu encore plus normatif qu'avant. Hein. Alors, en même temps, on tolère les différences, hein, mais on les tolère parce qu'il faut les tolérer. Voilà, on sait qu'il faut tolérer les différences, c'est bien d'accepter les différences, mais c'est bien de les accepter. Mais elles sont là quand même, et elles nous font chier. Donc il faut toutes les AVS, etc., etc., que tout soit bordé, etc., parce que c'est embêtant quand même. C'est embêtant. Alors j'en arrive à la conclusion. Vous voyez que je pense que c'est à juste titre que c'est un sujet très, très riche. C'est un sujet très riche qui nous oblige à nous soignants de prendre du recul par rapport à ce que nous pensons être parfois des diagnostics. Hein, c'est que parfois, j'entends quel est le diagnostic c'est un top avec un trouble des conduites et puis une hyperactivité, etc. Ah, mais tu crois, mais il n'a pas les critères, etc., etc. Et alors, ah non, mais il aurait plutôt ça. Non, mais on s'en fout. C'est juste... c'est pas le problème. Enfin, vous voyez. C'est pas le problème, les critères. On a des mots qu'on utilise pour soigner les gens. C'est ça, c'est tout. Alors bien sûr, c'est très pratique pour un médecin de se dire les diagnostics existent vraiment. Si je les trouve, ce qui existe vraiment, je vais avoir le vrai traitement. Comme ça, je peux rentrer chez moi le soir. J'ai fait le vrai diagnostic avec le vrai traitement, donc j'ai fait mon job. Sauf que c'est pas ça. C'est des mots. C'est des mots qu'on met sur les gens pour qu'ils aillent mieux. C'est tout. Et donc, parfois, un bon traitement est fait avec un mauvais diagnostic réciproquement. Et voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les diagnostics sont rien. Les mots, c'est important. Mais ce n'est pas dans le vrai ou dans le faux. Contrairement quand même à ce que on entend et qu'on peut comprendre dans la médecine somatique. Hein. C'est vrai que si vous dites c'est une tumeur bénigne, que ça soit malin, c'est une grosse bêtise. Et quand même, il y a des éléments de vérité dans malin, bénin. Mais entre hyperactif ou pas hyperactif, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus flou et ça n'a pas les mêmes conséquences. Donc pour nous, c'est relativiser et des choses très concrètes, hein, c'est de poser des diagnostics avec plusieurs nosographies. De se forcer à poser un diagnostic avec le DSM et avec la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. Comme ça, vous êtes obligé de vous rendre compte qu'en fait, ça dit des choses différentes sur la même personne. Alors après, pour les familles, ça c'est un vrai challenge, aujourd'hui. C'est comment expliquer un diagnostic, et ça fait vraiment partie de notre boulot. Comment expliquer quand on dit autiste, quand on dit hyperactif, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parce que vous avez le choix de dire, hyperactif, c'est la dopamine, etc. Vous pouvez dire, c'est des enfants qui, ils sont comme ça, ils bougent. Donc il y a 500 ans, personne ne se serait posé de questions à leur sujet. On aurait trouvé ça très bien parce qu'ils étaient dans les champs, ils faisaient plein de choses. Aujourd'hui, il faut rester assis à l'école sans arrêt. Et comme l'école, c'est important, il n'y a pas le choix. Et aujourd'hui, ça pose problème. Alors, est-ce que c'est une maladie? Moi, je n'ai pas l'impression, mais ça dépend ce qu'on appelle maladie. Vous voyez, c'est quand même... il y a un vrai travail de déconstruction et de reconstruction des maladies psychiatriques en pédopsychiatrie et qui, ça marche. Hein. C'est-à-dire quand on a bien expliqué, les parents ressortent construits. Et ça aide à faire refonctionner la famille. Et puis il y a les médias, et puis la société en général,
là, c'est dur, hein, parce que, alors quelque part à tort ou à raison, on est délégitimé dans l'usage de nos diagnostics. Alors, quand c'est avec les médias, on peut discuter, mais là où il y a vraiment des problèmes, c'est avec, par exemple, la Haute Autorité de Santé, le ministère de la Santé, les caisses d'assurance maladie. Moi, je vais juste citer la responsable des plans autisme, là, pour elle, l'autisme, c'est quelque chose qui est quand même relativement différent de ce que je considère être l'autisme. Et là, ça pose un problème, c'est que cette personne décide de l'organisation des soins en France autour de l'autisme. Sauf que c'est nous qui allons soigner les gens. C'est pas elle. Et donc, ce serait quand même un peu à nous aussi de dire ce qu'on en pense. Et donc, la question de la requalification des diagnostics cliniques sous l'angle de ce qu'est la clinique, c'est quelque chose qui reste important. Merci pour votre attention.